texte d'Hannah Arendt. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire ce texte d'Arendt. Après, on fera deux textes, un de Nietzsche, un de Kant sur le travail et l'art. Après, on fera deux textes de Hegel et Freud sur l'art aussi. Et puis après, je pense que on aura fini. Voilà. Donc, lisez. Je vous laisse aller encore 20 minutes. Trouvez-moi le thème, la thèse, la structure argumentative de ce texte. De quoi parle le texte? Monsieur 20 minutes top chrono. Oui. Là, c'est une nouvelle notion. Oui, notion du travail, oui. Je la fais avec des textes parce que ça permet de travailler plus rapidement. C'est moins magistral, c'est moins structuré comme cours. Mais au moins, vous lisez les philosophes, ça vous prépare à l'explication de texte aussi. Et puis, on avance aussi assez vite. C'est bien. Allez, au travail. Allez-y, nous vous écoutons. Philosophie, le travailleur et la machine. Le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail déterminé par la nécessité. Karl Marx, le Capital. C'est l'avènement de l'automatisation qui, en quelques décennies, probablement videra les usines et libérera l'humanité de son fardeau le plus ancien et le plus naturel, le fardeau du travail, l'asservissement à la nécessité. Là encore, c'est un aspect fondamental de la condition humaine qui est en jeu, mais la révolte, le désir d'être délivré des peines de labeur, ne sont pas modernes, ils sont aussi vieux que l'histoire. Le fait même d'être affranchi du travail n'est pas nouveau non plus. Il comptait jadis parmi les privilèges les plus solidement établis de la minorité. À cet égard, il semblerait qu'on s'est simplement servi du progrès scientifique et technique pour accomplir ce dont toutes les époques avaient rêvé sans jamais pouvoir y parvenir. Cela n'est vrai toutefois qu'en apparence. L'époque moderne s'accompagne de la glorification théorique du travail et elle arrive en fait à transformer la société tout entière en une société de travailleurs. Le souhait se réalise donc, comme dans les contes de fées, au moment où il ne peut que mystifier. C'est une société de travailleurs que l'on va délivrer des chaînes du travail, et cette société ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudra la peine de gagner cette liberté. Dans cette société qui est égalitaire, car c'est ainsi que le travail fait vivre ensemble des hommes, il ne reste plus de classe, plus d'aristocratie politique ou spirituelle qui puisse provoquer une restauration des autres facultés de l'homme. Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de plus. Ok, très bien. Bon, alors, commençons simplement. De quoi parle le texte? Oui. La liberté face au travail. Liberté face au travail, oui. Quoi d'autre? Oui, mademoiselle. Moi, j'ai mis la société capitaliste face au projet technique. Oui, c'est vrai qu'il y a cette idée-là. Bon. Alors maintenant, quelles sont les idées défendues par Hannah Arendt sur ces questions-là? Qu'est-ce qu'elle dit? Quel est le propos? Et j'ai mis à dessein une citation de Marx au début, parce que c'est un peu une réponse à Marx qu'elle est en train de nous faire, Arendt. Donc, qu'est-ce qu'elle en dit, Arendt, tout ça? Oui. Oui, allez-y. Que les métiers les moins qualifiés sont en train de disparaître et que les métiers les plus qualifiés sont en train de... Alors, c'est plus... comment dire? C'est plus profond que ça. Il y a une thèse. N'oubliez pas qu'en philosophie, il y a une thèse qui... là, ce que vous donnez, c'est une espèce de forme descriptive, mais en fait, les philosophes donnent des idées. Ils donnent pas des descriptions, ils avancent des idées. Et donc, question, c'est... Un peu l'avancée scientifique, c'est perdu un peu. Là, vous êtes toujours descriptive. Oui. Karl Marx il dit que tant que le travail est déterminé par la nécessité, nous ne sommes pas libres. Et Hannah Arendt nous contredit en prenant exemple les progrès techniques qui malheureusement font disparaître certains travaux. Donc, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail. Et elle explique que ce serait pire, que ce serait malheureux qu'une société se retrouve avec des travailleurs sans travail. Du coup, elle contredit la logique de Marx. Donc voilà, Arendt, elle serait un peu contre Marx. C'est ça l'idée. C'est que Arendt, ça perd de trop l'exciter une société sans travail, quoi. Donc c'est effectivement la thèse du texte, je crois qu'elle est là, c'est que effectivement
enfin, une société dans laquelle plus personne ne travaille, c'est pas une société qui fait rêver. C'est ça l'idée d'Hannah Arendt. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ce serait pas souhaitable? Vous voyez, il faut bien que vous voyez que dans les textes de philosophie, il y a souvent des jugements de valeur. Quelque chose est souhaitable, quelque chose ne l'est pas. On défend cette chose plutôt que celle-ci, quoi. Pourquoi est-ce que ce serait pas souhaitable une société dans laquelle finalement les gens ne travaillent plus? Oui. Parce que c'est une société de travailleurs, maintenant les hommes ils ont plus d'autres activités qu'ils sont aptes à faire, donc sans travail ils ont Ouais, mais c'est encore plus, ça va beaucoup plus loin que ça. Alors oui, il y a ça effectivement, mais alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi ils ne savent plus quoi faire. En fait, qu'est-ce qui fait que finalement ils sont laissés comme des coquilles vides s'ils ne travaillent plus? Oui. Donc c'est là qu'on retrouve un peu Karl Marx en fait. C'est-à-dire que on a une société d'aliénés, donc vous les libérez du travail par la technique en fait. C'est ça l'idée, vous les libérez du travail par la machine, par la technique. Et qu'est-ce que vous avez comme société finalement? Alors pourquoi alors donc oui, donc effectivement on en est arrivé là, mais pourtant nous ce qu'on aurait envie de penser, c'est que c'est plutôt sympa une société dans laquelle on n'est pas obligé de travailler. Non, on n'a pas envie de penser ça. Donc pourquoi est-ce que il faudrait enfin, pourquoi dans le cas présent, alors là vous avez expliqué, mais comment ça se fait finalement qu'on en soit arrivé à un point auquel finalement ce soit plus souhaitable de travailler? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit souhaitable de ne pas travailler, pardon? Que faudrait-il faire pour que ce soit souhaitable de ne pas travailler? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que le fait de ne pas travailler devienne quelque chose de souhaitable? Oui? On soit rémunéré de part égale. C'est pas ce dont elle parle. Non, parce que si vous rémunérez tout le monde à part égale, c'est le bis repetita. Hein. Vous avez une société où des gens ne travaillent pas. Non, ça change rien. Qu'est-ce qui serait... qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, il y a une opposition historique, il me semble, que fait Arendt, hein, à un moment donné. Oui, monsieur? Non, attends, je suis en train de réfléchir. Il y a véritablement une opposition historique. Est-ce que nous, on préfère travailler que pas travailler? On préfère pas travailler, logiquement. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on ferait si on travaillait pas? Oui, Des activités plus hautes et plus enrichissantes. oui, mais en fait, l'idée c'est que bon, là malheureusement, ça leur tourne. Enfin, on a encore 15 bonnes minutes. Qu'est-ce qu'elle oppose, Hannah Arendt? Elle oppose quelque chose. Là. Elle oppose vraiment une opposition historique, oui. Ah, quelque chose d'historique. Ouais, mais je vois pas ce que vous voulez dire. Bah, dites ce que vous pensiez. Bah, le travail fait vivre les hommes. Et on préférerait ne pas travailler. Oui, mais est-ce qu'Arendt, elle oppose pas deux époques, là? Oui, je sais. Quelles sont les époques qu'oppose Hannah Arendt? Qu'elle met en perspective, en tout cas. Oui, mademoiselle? l'époque du progrès technique et l'époque moderne. L'époque du progrès technique, c'est l'époque moderne. Elle oppose deux époques. Bah, Oui. le fait qu'avant, quand on était affranchi du travail, c'était un privilège de la société. Mhm. Et aujourd'hui, on glorifie le travail. Non, mais du coup, qui était affranchi du travail à cette époque-là? C'était les nobles. Les nobles, oui, et dans une certaine mesure, la haute bourgeoisie au XVIIIe, au XIXe siècle. Mais disons qu'effectivement, ces nobles qui étaient affranchis du travail pendant la période médiévale, pendant la Renaissance, enfin jusqu'au XVIIIe siècle, XVIIIe, XIXe siècle, ces gens-là ne travaillaient pas, mais ne pas travailler était un privilège. Et que faisaient ces gens-là? Que faisaient tous ces nobliaux là dans leur château? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ils bossaient pas, ils faisaient quoi? C'est quoi leur activité? Oui.
La politique, vous n'avez pas vu Downton Abbey? Moi, c'est une série que je supporte pas parce que je vois tous ces nobliaux en train de rien faire, j'ai envie de les tuer. Mais bon, disons que... Oui, monsieur? Moi, j'ai vu. Ah, d'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'ils font tous ces Pour me nobles? défendre, c'était avec ma mère. Comment? Pour me défendre, c'était avec ma mère. Oh, mais vous n'avez pas besoin de vous justifier. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils font tous ces nobles finalement? Ils font quoi dans leur château? Non, rien. Pas rien. Ils font pas tout à fait rien quand même. Si, Bah, ils font des fêtes entre eux. Ils font des fêtes, oui. Vas-y. le cheval. Du cheval, voilà, ils font de l'équitation, ils font de la chasse. Les jeunes filles apprennent à jouer du piano. Les gens se cultivent. Ils ont des activités qui sont plaisantes, des activités sportives, des activités culturelles, comme on dirait aujourd'hui. Ils peuvent consacrer du temps à lire, à réfléchir, à méditer, à se promener, en fait, à faire faire du cheval, à chasser, donc à faire des choses qui sont valorisées socialement. Alors qu'aujourd'hui, c'est le travail qu'on glorifie. Alors, en fait, disons que à l'époque durant laquelle silence. À l'époque durant laquelle l'aristocratie administrait la société, le travail était considéré comme quelque chose de dégradant, un peu comme chez les Grecs. Pour les Grecs, le travail c'est quelque chose de dégradant. C'est une activité qui est réservée aux seuls esclaves. Voilà, c'est comme ça que conçoivent les choses les Grecs. Bon, au Moyen Âge et à la Renaissance, c'est un peu pareil. Le travail est destiné aux ouvriers agricoles, et puis les nobles, eux, ne travaillent pas. Les bourgeois, certains travaillent, certains ne travaillent pas. Voilà, ils font autre chose, ils font des activités plaisantes. Et ces activités sont en relation avec un certain nombre de valeurs. Donc ils font des activités qui ont de la valeur. Faire de l'équitation, faire de la musique, ils s'intéressent au théâtre, ils s'intéressent aux productions artistiques, voilà, ils s'intéressent à l'art en général, à la littérature. Et donc ces gens-là occupent leur esprit avec des activités qui sont justement susceptibles de les faire progresser, de les rendre meilleurs. Et ils peuvent eux-mêmes s'adonner à ces activités et produire des choses qui sont des choses comment dire, reconnues socialement comme étant pourvues d'une très grande valeur en quelque sorte. Bon, voilà. Alors ça, c'est une société qui ne promeut pas le travail, sauf que là, ce que dit Arendt, c'est que finalement, nos sociétés à nous, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont commencé à faire, c'est justement promouvoir le travail. Oui, assurer la promotion complètement du travail. Bon. Et donc, en faisant cette promotion du travail, cette glorification du travail, c'est un thème qu'on retrouve vraiment chez Nietzsche, pour le coup, eh bien, elles ont valorisé une activité qui ne nécessitait pas un développement cérébral très avancé. Elles ont valorisé des activités qui nécessitaient, au contraire, qui faisaient de l'homme quasiment le rouage d'un mécanisme très très grand pour lui, trop grand pour lui, dans lequel il n'était qu'un appareil productif parmi tant d'autres. En fait, cette glorification du travail a participé à ce que Marx appellerait l'aliénation, le fait que les individus, les êtres humains, deviennent juste des espèces de marchandises en quelque sorte. Voilà. Et de ce fait, tous ces gens-là n'ont pas les valeurs des aristocrates, ils n'ont pas la culture des aristocrates, ils n'ont pas la connaissance de tous ces aristocrates. Donc, si vous les libérez du travail, vous êtes dans une société complètement anesthésiée, où vous avez des gens qui ne font rien, qui ne savent rien faire et qui ne comprennent rien à rien. C'est un peu conservateur comme texte, hein, je suis d'accord. Mais c'est ça l'idée d'Arendt. En fait, c'est encore pire, parce que ces gens-là se retrouvent face à eux-mêmes et ils sont plus capables de quoi que ce soit. On est dans une société de nihilistes, en quelque sorte. Mais du coup, si eux, ces gens-là, ils travaillent plus, ils font pas des activités comme Et non, parce que contrairement à tous ces aristocrates qui, depuis leur plus tendre enfance, ont été éduqués dans le sens de la culture, de la philosophie, de l'art, de la littérature, eux, depuis leur plus tendre enfance, ils ont été éduqués à devenir des abrutis. Comprenez bien, c'est ça l'idée. Ils ont été complètement abrutis. Et donc, libérer des abrutis, vous n'avez pas autre chose que des abrutis qui sont libres, quoi. Mais ça reste des abrutis. Et donc, c'est pour ça peut-être que Arendt ici craint justement ce progrès technique, parce qu'il y a cette idée selon laquelle les machines prennent la place des hommes, et c'est une société dans laquelle l'humanité a complètement disparu. Une société que l'humanité a désertée.
Parce que vous comprenez bien que les gens qui glorifient le travail aussi ne sont pas des personnes très éclairées non plus. Ne sont pas des personnes qui ont des valeurs justement nobles et aristocratiques. Ce sont des bourgeois qui ont pour seule finalité dans leur vie que de gagner de l'argent. Donc imaginez une société dans laquelle vous avez quelques personnes qui gagnent beaucoup d'argent, vous avez des machines qui font tout le boulot, et puis une masse comme ça, amorphe, d'individus complètement effacés, complètement inexistants en fait sur le plan individuel. C'est marrant ça, parce que finalement, si on regarde nos sociétés à nous, nos sociétés libérales et capitalistes, bah, c'est un peu ce qui se passe finalement. On glorifie le travail, on glorifie la liberté individuelle, mais en glorifiant le travail et la liberté individuelle, en fait, la liberté qu'on a, c'est d'acheter des choses, mais on n'a aucune liberté politique. Et on n'a pas de liberté politique parce qu'on n'a pas non plus de conscience politique. Enfin, vous voyez, on retrouve toutes ces idées-là. C'est pas une société. En fait, l'idée du texte aussi, c'est de dire que c'est une illusion, et c'est peut-être ça qu'il fallait voir vraiment, pour pas rester descriptif justement. C'est une illusion de penser, comme le pense Marx, que la société deviendra libre quand elle sera libérée du travail. Il ne suffit pas d'être libéré du travail pour devenir libre. Voilà. Ça, vous voyez. Et donc Marx, lui, pensait que c'était plus simple, pensait qu'une fois qu'on serait libéré du travail, qui contraignait à la nécessité, on serait libre. Mais ce que dit Arendt, c'est que ça ne suffit pas. Parce que la liberté, elle ne dépend pas, enfin la liberté des individus ne dépend pas que de leur travail. La liberté, elle dépend de tout un tas de choses qui sont extérieures au travail lui-même. Elle dépend d'une éducation, de connaissances, de savoir-vivre, de savoir-être, de codes sociaux, de tout un tas de choses qui sont complètement distincts du travail. Donc ne nous imaginons pas qu'en libérant les gens du travail, on libérera les gens tout court. Je comprends, hein, enfin, il y a plein de profs de philo qui détestent Hannah Arendt parce qu'ils trouvent qu'elle est conservatrice. Et c'est vrai que, bon, contre le progrès technique, contre l'affranchissement du travail, bon, ça peut paraître un peu conservateur. Mais c'est pas complètement idiot non plus, parce que c'est vrai que si vous mettez les gens dans une disposition où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, vous avez fait un cours sur la liberté. Hein. Ben, pour être libre, il faut être capable être capable de choisir, être capable de décider. Mais quelqu'un qui est complètement aliéné n'est pas capable de décider quoi que ce soit. Donc il n'est pas libre. Il n'est pas libre de consentir à quoi que ce soit. Donc il n'est pas libre. Monsieur, Oui. à l'époque, vous avez dit que en fait, c'est que les bourgeois qui ne travaillent pas. Et du coup, ils ont une éducation spéciale au niveau culturel, etc. Mais aujourd'hui, finalement, c'est aussi ceux qui ont réussi à mieux s'en sortir, qui là ne travaillent presque plus. Alors, ce que dit, c'est pas exactement les bourgeois, c'était les aristocrates et les nobles qui ne travaillaient pas, et une certaine bourgeoisie. D'ailleurs, si vous prenez la grande bourgeoisie aussi actuellement aujourd'hui, vous voyez, vous avez quand même des gens qui sont relativement éduqués aussi. Donc, ces gens qui ne travaillent pas. Donc, l'idée que ce sont des gens qui s'en sont le mieux sortis. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par l'idée que ce sont des gens qui s'en sont le mieux sortis ? Ceux qui étaient peut-être déjà favorisés à la base avec une certaine éducation, une certaine descendance familiale. Oui, mais c'est-à-dire que ce sont ceux qui bénéficient d'une forme d'héritage, de reproduction sociale. En fait, comprenez bien que on a cette allez, on va faire un peu de marxisme. Allez. On a cette image rêvée là, de la Révolution française, ce moment dans lequel on guillotine tous les nobles, tous ces gens qui sont des parasites, en fait, ce sont des gens qui ne travaillent pas et qui vivent sur le dos de la société. Voilà. Et on remplace ce modèle aristocratique par un modèle industriel qui est celui de la bourgeoisie. En fait, on remplace un modèle agricole, qui est celui de la noblesse, par un modèle industriel qui est celui de la bourgeoisie. Et alors là, dans le roman historique, on nous explique que voilà, là, on déclare les droits de l'homme, que les gens deviennent libres, etc., etc. Enfin, c'est la démocratie, c'est la liberté. Et bon, mais ça, évidemment, ce sont des fadaises, pour pas dire autre chose, qui finit par aise aussi. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, ce que pensent les marxistes, plutôt les historiens marxistes, c'est que bon, en fait, on a remplacé la classe dominante qui était l'aristocratie par la bourgeoisie, et on est dans un système qui est similaire aujourd'hui. Vous avez des bourgeois qui ne travaillent pas, ou qui gèrent leurs affaires, qui font travailler les autres pour eux. Ces bourgeois vivent sur le dos de la société, puisque bon, ce sont des gens qui travaillent pour eux et qui les enrichissent. Et la société est organisée de manière à reproduire le système ad infinitum. Si vous voulez, dans le modèle aristocratique, c'était simple. Vous étiez fils d'eux, vous deveniez vous-même noble. Bon, il y avait une lignée directe qui était instaurée par la loi.
Aujourd'hui, la loi ne propose pas ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes fils de bourgeois que vous avez plus de droits que les autres, selon la loi. Contrairement à ce qui était le cas à l'époque où la noblesse avait le pouvoir. Mais que fait la bourgeoisie? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait en sorte, justement, que les bourgeois restent, enfin que les enfants de bourgeois restent eux-mêmes bourgeois. Prenez l'exemple de l'école. L'école, c'est vraiment ce qui permet de reproduire à l'identique la société de manière quasiment infinie. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous prenez les catégories sociales et ethniques des personnes qui sont en terminale générale, et puis vous prenez après celles qui sont en terminale STMG, puis celles qui vont en bac pro, puis vous avez toujours la même répartition économique, sociale, on pourrait même dire ethnique, voilà. Donc généralement, les gens issus de l'immigration sont plutôt en classe technologique, les gens qui sont plutôt là depuis longtemps sont plutôt en série générale, et puis pourquoi? Parce que les gens issus de l'immigration sont des enfants de travailleurs qui sont généralement pauvres, voilà, donc ils se font avoir par le système, et puis on recommence comme ça à l'infini. Et en fait, l'école véhicule des codes, bon là, il y a un cours sur la nature et la culture, véhicule des codes qui parlent plus à la bourgeoisie. Et puis après, qui intègre les classes préparatoires, les grandes écoles? Les enfants de bourgeois. Et qui après prend la tête de la société? Les enfants de bourgeois qui deviennent eux-mêmes des bourgeois. Oui, Du coup, il y a une reproduction infinie. c'est l'idée. Pourquoi maintenant il y a une opposition par rapport à avant? En fait, une opposition par rapport avant quand, vous voulez dire? À l'époque, des aristocrates qui ne travaillaient pas et aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est que à l'époque des aristocrates, enfin, il y a une critique de la bourgeoisie aussi. Hein. C'est-à-dire que l'aristocrate est quelqu'un qui a des valeurs. Bon, là, on est un peu chez Nietzsche, si vous voulez. Il a des valeurs qui sont l'honneur, la dignité, le courage. Il s'intéresse aux arts, il sponsorise des artistes, donc il fait du mécénat, des hommes de lettres, etc., etc. Et donc, il sait pourquoi il veut ne pas travailler. Il veut ne pas travailler parce que, justement, il veut préserver son honneur, préserver sa dignité. Et il veut aussi préserver toutes ces choses qui accompagnent son honneur et sa dignité, qui sont inhérentes à la connaissance dont il peut jouir quand il est un homme libre qui ne travaille pas. Donc là, il y a une adéquation entre le fait d'être libre et le fait de ne pas travailler. Le bourgeois, lui, c'est pas tout à fait la même chose, sa culture n'est pas la même. Tenez, je vais être un peu méchant, mais regardez, comparez le mécénat qui se fait pendant la Renaissance, dont les artistes qui sont promus par je fais un jugement de valeur là, bon, on peut critiquer, par la noblesse. Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange, Le Caravage, Fra Bartolomeo, tous ces gens-là, en fait, tous ces peintres de la Renaissance qui finalement ont créé des œuvres assez extraordinaires. Aujourd'hui, la bourgeoisie, qui est-ce qu'elle sponsorise? Jeff Koons, quelqu'un qui fait des chiens ballons. Vous voyez, non mais Léonard de Vinci, Jeff Koons. On peut quand même se poser des questions. Donc, en fait, l'idée, c'est que ces bourgeois sont des gens qui sont acculturés, sont des gens qui sont intéressés par l'argent, vont être intéressés par la culture. Et puis, là, petit à petit, ils créent des fondations pour promouvoir l'art, ils s'intéressent à l'art pour justement se donner une légitimité. Mais Bernard Arnault, c'est ça, c'est quelqu'un qui cherche sans arrêt à se donner une légitimité, à dire que c'est un homme de culture, alors qu'on sait bien que c'est un homme de pognon, vous voyez. Donc, ces gens-là, eux-mêmes, si vous voulez, le privilège pour eux de ne pas travailler, il est lié à un vide. Ces gens-là n'ont pas les mêmes valeurs que les aristocrates. L'honneur, vous voyez le texte qu'on a fait avant, l'honneur, ça les intéresse pas, la dignité, ça les intéresse pas. Non, ils sont loin de tout ça. Eux, c'est le business qui les intéresse. Et donc, on aurait une société, si on libérait les hommes communs du travail, qui serait non seulement remplie de vide, mais qui serait guidée par des gens qui sont vides. Parce que imaginez qu'on puisse vivre à l'époque où l'aristocratie a le pouvoir, sans travailler, les aristocrates, à ce moment-là, peuvent très bien assimiler la population et en faire une population qui a des valeurs aristocratiques. Mais la bourgeoisie, aujourd'hui, elle est incapable de faire ça. Parce que la bourgeoisie n'a aucune valeur. Ce sont des demeurés un peu débiles, si vous voulez, hein, dans cette approche philosophique. Et donc, ces demeurés ne sont pas capables de tirer les autres vers le haut, ce qu'auraient pu faire les aristocrates. Oui. Vous dites qu'ils ont, qui s'éduquent. Comment? Qui s'éduquent. Ils essaient de s'éduquer. Du coup, on sera... Mais oui, après, là, vous êtes en 1958. Donc, en 1958, vous sortez de la guerre, honnêtement, des bourgeois éduqués, c'est surtout des bourgeois banquiers. Et c'est le cas aujourd'hui encore. Hein. Quelqu'un comme Bernard Arnault, il y a plein de reportages sur lui,
C'est quelqu'un qui essaie de s'éduquer, qui essaie de se donner une légitimité justement en s'intéressant à des choses, à l'art, à la littérature, à la musique. Mais on sait bien que c'est pas les valeurs de ces gens-là. Structurellement, les valeurs de la bourgeoisie, c'est pas ces choses-là, c'est l'argent. Argent, argent. Bon, ben ça sonne. Bon, ben on dictera la prochaine fois.